Bonjour, bienvenue chez Canal Dog. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Noémie, qui est ostéopathe. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, du coup, je m'appelle Noémie Alidor. Je suis ostéopathe animalier maintenant depuis 2 ans sur Lyon. Et j'ai un cabinet aussi depuis peu de temps sur Gerland, donc à Lyon 7, D'accord. avec une collègue également ostéopathe animalier. Et voilà. Donc tu fais du domicile et du cabinet. C'est ça, je fais les deux, je fais 50-50, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons soit de grosses boiteries ou alors des animaux qui sont âgés. Et aussi des personnes qui ne peuvent plus forcément se déplacer, des personnes âgées. Donc il y a toujours une partie de ma clientèle qui est à domicile. Et les chevaux aussi qui viennent pas pour toute évidence au Parce que cabinet. tu fais des chevaux aussi. Voilà, exactement. Ouais. Et tu es agréée par l'ordre des vétérinaires, c'est ça? C'est ça, en fait, dans notre profession, on a une certification qui est obligatoire à passer, qui est théorique et pratique, qu'on passe après notre diplôme, qui nous permet d'avoir la même base de connaissances et de techniques pour toutes les personnes qui sont certifiées. D'accord. Voilà. C'est un gage de confiance, de sécurité pour... Plutôt, oui, je dirais que c'est vraiment important dans notre profession qui peut partir un peu dans plein de directions différentes, d'avoir une base commune. Et puis après, chacun se spécialise dans certaines techniques ou alors pour des chiens sportifs. Chacun un peu prend sa direction, mais en tout cas, oui, c'est quand même un gage de confiance et de qualité. Et puis, c'est pas des professionnels qui ont été formés 3 week-ends par mois. Important. Voilà. Et toi, tu as une spécialité? Alors moi, je suis plutôt spécialisée dans les chiens et les chats. D'accord. C'est vraiment la plus grosse partie de ma clientèle. Et on va dire que c'est à peu près 70% de chiens, on va dire que je consulte. Et puis après, le reste, c'est du chat et du cheval. D'accord. Voilà. Et cheval plutôt ouest lyonnais? Je dirais plutôt ouest lyonnais. C'est vrai qu'il y a une grande population. Voilà, c'est ça. Quels sont les signes qui indiquent que mon animal a besoin d'une séance d'ostéo? Alors, il y a pas mal de signes différents. Pour moi, il y a le plus classique, la boiterie. Donc ça, c'est assez visible, surtout quand on connaît bien son chien, son chat, son cheval, on le voit tout de suite. Après, il y a d'autres signes qui sont un peu plus, on va dire, difficiles à capter, ou alors parfois des personnes qui ne s'en rendent pas forcément compte. C'est des changements de comportement, où parfois les personnes vont mettre 2-3 semaines à s'en rendre compte qu'effectivement, en fait, l'animal a vraiment changé. Et voilà, il y a un changement qui est dû plus à une gêne physique. Souvent, ça peut être aussi des changements dus à l'arrivée d'un nouvel animal. Voilà. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent venir, mais quand c'est des changements comportementaux qui viennent du jour au lendemain, on se pose la question aussi du physique. Aussi des douleurs quand on les caresse. Ça interpelle souvent, donc c'est bien à faire contrôler à ce moment-là. Et puis après, il y a aussi les troubles digestifs. Ça peut arriver, donc c'est bien à faire contrôler aussi par le vétérinaire. Et quand ça devient chronique, c'est bien de faire appel aussi à un ostéopathe animalier, puisqu'il va aussi regarder toute la sphère viscérale, regarder le fonctionnement de l'estomac. C'est vraiment, nous, on va plus travailler sur les liens ligamentaires entre tous les organes, des fois un peu décongestionner avec des massages, etc. Voilà. Oui, parce qu'un animal qui a des douleurs, c'est pas forcément un animal qui pleure, par exemple. C'est ça. En fait, un animal qui est douloureux, surtout pour le chien et le chat, c'est des animaux qui sont prédateurs à la base, donc ils vont plutôt avoir tendance à cacher leur douleur, puisque c'est un signe de faiblesse pour eux. Donc ils vont vraiment avoir tendance à le cacher. Donc si on ne passe pas la main dessus ou on ne fait pas tel ou tel mouvement que nous, on va aller chercher en ostéopathie, on ne va pas forcément se rendre compte de la douleur à cette zone-là. Et on peut passer parfois à côté. C'est ce que je remarque souvent parce que j'ai des chiens qui viennent pour des boiteries, mais il y a aussi des chiens qui viennent pour juste des contrôles. Et parfois, c'est dans les contrôles qu'on se rend compte qu'il y a des grosses douleurs parce que je vais mobiliser une vertèbre de leur dos et il va y avoir un gros spasme musculaire à ce moment-là. Et on se dit, ah oui, effectivement, c'est quelque chose qui est très ancré depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas forcément remarqué parce que le propriétaire ne va pas forcément bouger la vertèbre de cette manière. Et voilà. Mais pourtant, c'était une réelle gêne de son chien. Oui, un chien peut ne pas avoir de boiterie, ne pas avoir de scie extérieure, avoir quelque chose qui le dérange. C'est ça.
Mais c'est comme nous quand on va chez l'ostéopathe et que on a l'impression d'aller bien et puis il va mettre le doigt pile poil au niveau du dos ou même sur un genou, à un endroit. Et là, on va avoir mal. Finalement, ça va pas si bien que ça. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des situations où l'ostéopathie ne convient pas à un animal? Oui, alors c'est aussi en ça que la certification de l'ordre des vétérinaires est intéressante. C'est que on fait bien attention à distinguer notre champ de compétences et le champ de compétences des vétérinaires, dans le sens où un animal qui a des signes vitaux engagés, une fréquence cardiaque trop élevée, une température élevée, voilà, ça c'est les premiers signes qu'on va regarder en arrivant en consultation. On le fait de manière instinctive maintenant, mais c'est des signaux auxquels on fait particulièrement attention, la couleur des muqueuses, voilà. Et s'il y a une urgence vétérinaire, on renvoie tout de suite. Pareil pour les fractures, c'est pas de notre ressort. Tout ce qui est pathologie cancéreuse, virale, voilà, ça nécessite vraiment un traitement vétérinaire, on ne peut pas passer à côté. Voilà, nous, on vient vraiment en complémentarité dans certaines situations, voilà, apporter un coup de pouce au corps, mais en aucun cas, ça va pouvoir remplacer un traitement antibiotique, voilà, même des vis dans le cas de fracture. Ouais, puis j'imagine même une articulation rouge inflammée, tu vas pas manipuler. C'est ça, on va attendre l'effet des anti-inflammatoires, des antidouleurs, passer la phase inflammatoire et après on va venir agir dessus. Sauf dans certains cas où c'est vraiment un chien qui peut plus du tout se lever, un chat qui peut plus du tout non plus bouger, où c'est vraiment très critique et même les antidouleurs, anti-inflammatoires ne font pas assez effet. On va venir travailler sur la zone pour la débloquer, pour que l'animal puisse au moins faire ses besoins, voilà, s'alimenter et on reviendra faire une séance un peu plus longue un peu après. Okay. Est-ce que tu as des conseils à donner pour maintenir la bonne santé des animaux au quotidien? Oui, bien sûr. Alors, du coup, ça va plus concerner les chiens que les chats, puisque c'est plus facile de leur faire des exercices, on va dire, que des chats qui restent en maison. On a moins de facilité à les contrôler. Les chiens, ça va être surtout quand je vois que c'est un animal qui ne fait pas assez d'exercice, surtout quand c'est un chien qui est en maison, plus jardin, où le propriétaire ne va pas penser forcément à faire de l'activité supplémentaire, alors que c'est un chien qui aurait besoin d'être un peu plus musclé au niveau de l'arrière-main. C'est souvent cette partie-là qui fait déficit, en tout cas chez le chien. Donc il y a vraiment besoin d'une activité régulière, comme pour nous, pour le maintenir en bonne condition physique. Voilà. Après, il y a certains exercices qui sont adaptés selon le chien qui a des problèmes de rotule. Lui, on va lui faire des pentes, voilà, des pentes montantes, des pentes descendantes. Enfin voilà, on va un peu travailler sur ça pour muscler les quadriceps et vraiment aider en soutien musculaire au niveau de la rotule. Après, il y a plein d'autres cas aussi où je préconise de la nage. Enfin, voilà, ça peut vraiment varier, mais c'est à adapter en fonction des cas à chaque fois. Donc, toi, le patient vient au cabinet, tu fais la séance et après tu préconises en suivi d'autres activités complémentaires pour arriver à un mieux-être. C'est ça. Et tu préconises une séance de contrôle C'est ça. plus tard? En fait, ma séance, elle se compose en plusieurs parties et je finis toujours par le nombre de jours de repos, parce que suivant les besoins de l'animal, ça peut varier de 1 jour à 3 jours, voire une semaine, selon les cas. Et ensuite, il y a les exercices quand il y en a à faire, les étirements, et aussi les manipulations à faire au niveau de la peau, parfois qui aident un peu à détendre les zones qui ont été très contractées. Donc voilà, mais ça, souvent, je le montre au propriétaire sur son animal. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut traiter tous les animaux de tous âges, un jeune un chiot, un vieux chien, un vieux chat? Oui. Alors pour moi, oui, en ostéopathie, on peut vraiment partir du chiot qui vient de naître et qui a du mal à téter, qui a des problèmes de succion parce que la mise bas a été compliquée, voilà, ça peut être dans différents cas. Jusqu'au chien âgé qui a 15-16 ans et qui a du mal à se déplacer parce qu'il y a l'arthrose, que son corps est très contracté et qu'il n'arrive plus à se lever tout seul, voilà. Donc il y a vraiment tous les âges, il n'y a pas de limite pour moi dans l'accompagnement, en tout cas au niveau ostéopathie
des chiens comme des chats, hein. D'ailleurs, moi, dans ma patientèle, je pense que les plus âgés niveau chien, je dirais que c'est entre 16 ans et 17 ans. Et les chats, ça va jusqu'à une vingtaine d'années. Et les chats ont moins de problèmes de mobilité en vieillissant? Je dirais que les chats, ils sont quand même plus souples que les chiens. Et du coup, en vieillissant, ils arrivent à mieux tenir à ce niveau-là, même si ça finit toujours par les rattraper. Ils ont toujours besoin d'un petit coup, un coup de pouce pour mieux fonctionner. Et, parfois, ils n'arrivent plus à grimper dans leur endroit favori, parce que les chats, ils aiment bien se mettre en hauteur pour observer. C'est vraiment quelque chose qui leur plaît beaucoup. Donc quand ils peuvent plus le faire, ils sont un peu frustrés. Donc là, on les aide un peu là-dessus, même si, bien évidemment, on peut pas dépasser les limites du corps. Voilà, c'est ça. Et puis les animaux vieillissant, certainement, là, au niveau digestif, ça fonctionne moins bien. C'est ça. C'est tout un ensemble, parce qu'un chien qui digère moins bien, ou un chat, il va moins facilement faire du muscle aussi. Tout à fait. Il va moins bien manger. C'est ça. C'est plein de choses qui se mettent. Et donc toi, qu'est-ce que tu préconises? C'est une séance par an pour le maintien? Est-ce qu'on attend d'avoir des symptômes pour amener son animal chez l'ostéo? Est-ce qu'on l'amène une fois par an? Est-ce qu'on l'amène quand on a un chiot de 3 mois, on l'amène tout de suite, on l'amène en fin de croissance? Qu'est-ce que tu préconises, toi, dans la durée de vie de l'animal? Alors, je dirais que on va commencer par la base. S'il n'y a pas de problème de santé particulier, c'est-à-dire, on n'imagine pas toujours, mais parfois, il y a des chiens qui ont des problèmes de mâchoire. C'est-à-dire que la mâchoire supérieure, elle va grandir plus vite que la mâchoire inférieure. Et parfois, elle va rester telle qu'elle. Donc, il va y avoir une différence au niveau des dents. Ça, c'est vraiment une pathologie qui est peu connue et pourtant qui revient très régulièrement chez les chiens et qui ont du mal à manger. Donc ça, c'est vraiment dès le départ, à 2 mois et demi, 3 mois. Au plus tôt c'est pris, au mieux on arrive à rattraper. Et nous, on va vraiment jouer sur la laxité ligamentaire, le développement de la mandibule pour pouvoir rattraper un peu l'écart. Donc ça, c'est vraiment un cas particulier. Mais sinon, quand il n'y a pas de problème de santé, je dirais que en milieu de croissance pour les gros chiens, les grandes races, c'est intéressant parce que ça va venir en soutien vu que tous les ligaments vont grandir avec la pression de l'os qui grandit. Qui vont venir s'étirer et prendre leur forme définitive. Donc là, ça sollicite beaucoup le gore, surtout, comme je dis, sur les grandes races, parce qu'il y a un gap qui est assez énorme et qui grandissent très très vite. Voilà. Et après, en fin de croissance, je trouve que c'est vraiment très important parce que pour toutes les races, le corps a été très sollicité. Parfois, ils ont eu des préférences droite, gauche. Voilà, ils ne sont pas forcément très symétriques, comme nous, on peut... Voilà, et puis ils ont tendance à beaucoup jouer avec leurs copains alors qu'ils ne sont pas très musclés. Donc c'est là que s'installent souvent des blocages articulaires parce qu'ils manquent de soutien, donc ils ont plus de facilité à se faire mal aussi. Voilà, et puis après, tout au long de la vie, je dirais qu'un contrôle annuel, c'est toujours la base parce qu'il y a des choses qui s'installent qu'on ne voit pas forcément, comme je disais tout à l'heure. Et après, quand il y a des pathologies particulières, ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 séances par an, selon les cas. Si c'est des chiens qui ont des hernies discales, il y a de la dysplasie, il y a vraiment plein de pathologies où il y a besoin d'un suivi très régulier. Chez les chats, je pense à la cystite qui revient en cas de stress. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Les chats sont plutôt au niveau urinaire plus sollicités et c'est plutôt dans ce cadre-là qu'on va les prendre en charge. Mais voilà, pour moi, oui, la base, c'est une séance par an et plus s'il y a une activité physique régulière et s'il y a des pathologies déjà bien installées, des pathologies chroniques ou physiques qu'ils ont acquis par leur génétique. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut étirer un chien? Oui, on peut l'étirer. Alors, je dirais que c'est important de se faire accompagner, que ce soit par un vétérinaire, parce que parfois certains savent le faire, mais même nous, en ostéopathie, on utilise aussi certains étirements pour compléter notre traitement au niveau articulaire certaines fois. Et même à la fin, dans le suivi, dans mes recommandations, ça m'arrive de montrer des étirements aux propriétaires parce que le chien en a besoin pour vraiment être mieux au niveau de son articulation, bien reprendre du muscle comme il faut. Et donc, je vais dire, ces étirements, ils sont à faire 2 à 3 fois par semaine. Mais ce qui est important, c'est de le faire accompagner, puisque on peut voir des vidéos sur Internet, mais on peut surtout dépasser les amplitudes articulaires parfois, sans s'en rendre compte.
Et donc, ce qui est important, c'est d'être encadré pour pouvoir après l'appliquer sur son animal et pas lui faire plus de mal que de bien. Ouais. Donc voilà, je dirais que ça, c'est important. Mais oui, on peut tout à fait le faire. Il suffit de demander une fois conseil. Et moi, je le montre volontiers. J'accompagne à chaque fois mes clients quand ils me demandent d'étirer leur animal. Voilà, je leur montre à l'avant, à l'arrière, comment ça se passe. Voilà, c'est comme pour nous assez important, mais c'est pas forcément à faire juste après l'effort, comme on a pu en discuter. Ça se fait souvent à distance de l'effort, le lendemain, ou alors dans la semaine où il y a eu une grosse randonnée, une grosse activité. On fait quelques étirements et ça leur fait toujours grand bien. Au niveau de la croissance du chiot, on dit souvent il faut pas que le chiot saute, il faut éviter. Est-ce que tu peux faire un petit récap là-dessus? Oui. Alors sur le développement déjà osseux du chiot, pour les races de taille moyenne, on est sur du 12 à 14 mois pour la fin de croissance osseuse. Donc déjà jusque-là, pour moi c'est vraiment important de les préserver au niveau articulaire, que ce soit au niveau des escaliers, surtout dans les descentes parce que c'est là où il va avoir les chocs avec les poignets. Donc c'est vraiment là où les chocs sont répétés, surtout si c'est un chien qui habite en maison et qui a l'habitude de faire ça plusieurs fois par jour, qui est en immeuble et qui monte 4-5 étages tous les jours. Ça, il faut vraiment essayer de les préserver, au maximum de les porter s'il n'y a pas d'ascenseur, et s'il y a un ascenseur, de prendre l'ascenseur jusqu'à la fin de cette période de croissance. Et je dirais que les chocs répétés, comme les escaliers, c'est vraiment à limiter au maximum, même tout au long de la vie. Donc bon, si c'est un aller-retour ou 2 par jour, ça va, mais au-delà, il faut vraiment faire attention. Au niveau du temps de balade, ce qui est important, c'est comme un enfant humain, on ne va pas lui faire une grande randonnée à ses 6 mois. Et ben, c'est exactement la même chose pour les chiots. On va y aller progressivement parce que le muscle il va se former petit à petit. En fait, il y a des tableaux qu'on peut trouver sur Internet qui disent en fonction de 3, 4, 5, 6 mois, qui vont jusqu'à la fin de la croissance, qui expliquent très bien la durée des balades et la durée pour chaque activité qui est autorisée ou non. C'est-à-dire qu'il y a des activités comme l'agility, le canicross, les grandes randonnées qui vont être autorisées à partir de 12 mois, 14 mois, 18 mois pour certaines races. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, ce qui est important de bien garder à l'esprit, c'est que les chiens de taille moyenne, la moyenne, c'est 12 à 14 mois pour la fin de croissance osseuse et pour les grandes races, de 18 à 24 mois pour vraiment les plus grandes. Donc ça veut dire que jusqu'à l'âge de 2 ans, pour les plus grandes races, il faut vraiment tempérer les activités qui sont très impactantes, notamment comme l'agility, les randonnées, la durée des balades. Faire des trop grandes balades, ça sollicite leurs articulations de manière trop importante. Ils ne sont pas assez musclés pour pouvoir tenir le coup. Mais on ne s'en rend pas toujours compte parce qu'en fait, ils sont très excités, ils voient les copains, ils découvrent un nouvel environnement et donc ils peuvent parfois ne pas forcément manifester qu'ils sont fatigués, qu'ils n'ont plus envie de continuer la balade et que ça les a déjà trop travaillés. Donc ça, c'est vraiment important de bien être à l'écoute de son chien et de suivre les recommandations de ces tableaux-là parce qu'ils sont vraiment très bien faits et je trouve très pertinents dans ce cadre-là. Surtout quand on a un premier animal et qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Voilà, ça aide bien. Oui, et puis ça serait bête de créer des pathologies sur le long terme. C'est ça, parce qu'on peut avoir des fractures de fatigue. En fait, tout simplement, l'os, il n'est pas assez consolidé puisqu'il est encore en croissance. Je pense surtout même au niveau des os les plus longs. C'est là où il y a des bras de levier les plus grands, mais aussi le dos, c'est les dernières parties qui se forment, qui se consolident, c'est les vertèbres. Donc on peut, à force de trop solliciter son animal, avoir des fractures de fatigue sans choc, mais juste à force de trop être sollicitées, elles vont tout simplement céder sous la charge. Et puis j'imagine que c'est comme nous, ils ont besoin d'un temps de récup, c'est-à-dire que le chien... C'est comme nous, on fait une grosse séance de sport, on a besoin de récupérer, de dormir, tout à fait. Bien s'alimenter. C'est ça, tout à fait. Le temps de repos est très important, surtout après des grosses activités, mais même après une séance d'ostéopathie. Il y a parfois des personnes qui ne vont pas forcément respecter le temps de repos parce qu'en fait, elles ne se rendent pas forcément compte que leur animal il a un nouveau schéma, qui doit apprendre à fonctionner différemment.
Donc moi, je mets vraiment l'accent dessus. Au départ, peut-être quand j'ai commencé, je mettais peut-être pas assez l'accent dessus, mais maintenant, je répète que c'est du 50-50. Si moi, je vais bien faire mon travail, la personne, si elle va pas respecter le temps de repos de son animal, et ben, la séance, elle va pas agir comme il se doit et l'animal va pas en tirer tous les bienfaits. Donc c'est vraiment important de bien respecter ce temps de repos. Et puis les muscles, ils mettent un peu de temps parfois à se relâcher. Voilà, c'est comme pour nous. C'est super rapide en fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. On n'a pas parlé beaucoup des chats. Je ne sais pas si toi, tu as des choses qui te viennent en tête, des gens qui te posent des questions. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, le chat, comme on disait, les chats sont plutôt souples. Donc, c'est ça. Ils ont tendance, alors déjà, il n'y a pas de dysplasie, de choses comme ça. Mm-mm. Mais ce qu'il y a souvent, c'est que les chats, quand ils sont jeunes, ils font beaucoup de cascades. Oui, c'est vrai. Et en fait, ils peuvent avoir des blocages ou des soucis dus à ça. Et en fait, on a tendance à passer à côté parce qu'on se dit, le chat, c'est normal, le chat retombe toujours sur ses pattes, le chat, machin. Alors, souvent, les chats sautent de très haut. Ils peuvent avoir des gros impacts sur les pattes. Tout à fait. Et on ne se méfie pas assez. Le chat, c'est vrai qu'on passe souvent à côté. C'est vrai que j'ai pas mal de gens qui m'appellent pour leur chien à la base et qui souvent ont deux chats à côté ou un chat à côté. Et ils me disent, voilà, moi je trouve ça pertinent pour mon chien parce que j'ai vu telle ou telle chose sur son corps. Et sur leur chat, ils n'ont rien vu de particulier. Et après, ils me disent, ah oui, mais c'est vrai qu'il est tombé du 4e étage il y a 2 ans. Mais voilà, il n'y avait aucune fonction vitale qui était touchée, il n'y avait pas de boiterie, donc voilà, on est passé outre et il a continué sa vie. Sauf que le chat, voilà, ça a quand même été un gros choc physique, parfois pas forcément physique, mais aussi émotionnel, parce qu'il a été aussi surpris. Parfois, il n'avait pas toujours anticipé la chute, même si on dit qu'ils retombent toujours sur leurs pattes. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez important pour eux. Et ils ont parfois des blocages articulaires qui se sont mis en place, qu'ils ont bien su cacher et compenser, mais qui sont nécessaires de travailler pour que derrière, c'est pas à leurs 11-12 ans qu'ils vont être tout bloqués et arthrosés parce qu'en fait, on est passé à côté d'un suivi par rapport à cet accident-là. Voilà. Donc oui, ça arrive assez régulièrement. Donc oui, je dis effectivement, autant que pour les chats et que pour les chiens, la séance annuelle, c'est bon pour les deux. Il n'y a pas moins à faire chez le chat que chez le chien. Ils ont plein d'autres pathologies et puis stress, que ce soit environnementaux ou physiques, que le chien. Je dirais même que chez le chat, c'est souvent environnemental. L'arrivée d'un nouveau chat, un déménagement, c'est des animaux qui ont plus tendance à stresser et donc là on va vraiment aborder l'axe du stress voilà, au niveau physique, physiologique. Voilà. Oui, puis un mal-être chez le chat, ça peut être exprimé de plein de façons différentes. Oui, c'est ça. Un chat qui urine en dehors de sa litière, c'est pas parce qu'il est sale, parce qu'il veut se venger, etc. C'est ça. Il exprime un mal-être en fait. C'est ça. Il n'y a pas d'esprit de vengeance en fait chez l'animal, ça n'existe pas. Et c'est vrai que parfois on m'appelle et on me dit oui, mais là ça fait 1 semaine qu'il n'arrête pas de faire à côté de la litière, ses besoins. Et voilà, et souvent j'arrive sur l'environnement, je lui dis mais qu'est-ce que vous avez changé, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est produit? Et on arrive souvent sur quelque chose effectivement. Ou alors c'est une pathologie urinaire qui commence à s'exprimer. C'est ça. Et là, je les renvoie tout de suite chez un vétérinaire parce qu'il faut d'abord faire un premier bilan au niveau urinaire, voir s'il n'y a pas d'infection virale, bactérienne. Voilà. Et si tout ça est écarté, et bien souvent ils reviennent chez moi puisque c'est plus le domaine du stress. Et là, il faut vraiment aller régler la cause au niveau physique pour que le corps se remette en route, se stabilise et sorte de son cercle vicieux du stress. Chercher la source à la maison, parce qu'il y a forcément une source de stress à la maison. C'est ça. C'est parfait, on a fait le tour. Ouais, je pense. Non ? Il y a un thème qui est revenu la dernière fois, c'est le thème des griffes. Alors nous, on n'est pas habilité en tant qu'ostéopathe animalier à faire la coupe de griffes. Oui, moi c'est pareil.
Voilà. Souvent, on me demande, mais c'est pareil. C'est ça. Alors, c'est comme pour nous, si on est mal chaussé, si on n'a pas voilà, les pieds qui sont bien droits, ou alors c'est comme si chez les chevaux, ils n'allaient pas chez le maréchal régulièrement. Et ben, quand on a les griffes trop longues, on peut avoir des difficultés à marcher, on ne voit pas forcément, et ça peut être un chien qui a mal au dos, donc on va diminuer la durée des balades, et donc les griffes s'usent moins. Et donc le chien commence à encore plus avoir mal aux pattes. Et après, c'est un cercle vicieux. Donc c'est très important de surveiller la pousse des griffes, qui peut varier selon l'âge, selon l'activité qu'on fait faire à son chien, selon les saisons. On va plus sortir en été qu'en hiver. Et pourtant, la pousse de griffe est toujours la même. Donc c'est vraiment très important. Et je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui appréhendent de couper les griffes de leurs animaux. Et je dis toujours, maintenant, on a un outil formidable qui s'appelle Internet. Il y a plein de tutos qui expliquent en fait la limite à ne pas dépasser quand on coupe les griffes de son... Demander au veto. Voilà, c'est ça, de son chien ou son chat. Si le veto le fait, eh ben, c'est très bien. À ce moment-là, on fait dans la visite annuelle, au moment du vaccin, on fait un petit check au niveau des griffes. Et sinon, il y a les toiletteurs qui sont tout à fait habilités à faire la coupe de griffes sans atteindre la matrice et sans voilà, que ça saigne, que ça soit douloureux, etc. Parce que, alors, tu me corriges si je me trompe. Oui. Quand les griffes sont trop longues, Oui. les orteils se soulèvent, la répartition du poids sur les pattes change. Et Tout à fait. donc, il y a de mauvais appuis et derrière, le chien compense comme il peut, mais ça lui crée des douleurs potentiellement dans les épaules, C'est ça. tout ça. En fait, des fois, on dit souvent que les chiens n'aiment pas être touchés au niveau des pattes, surtout au niveau des extrémités, qu'ils ne se laissent pas faire, etc. Mais c'est souvent qu'ils ont eu à un moment les griffes trop longues et donc leurs articulations étaient vraiment trop sollicitées. Parfois, il y a de la création d'os et d'arthrose et voilà. Au niveau des pattes, c'est plus souvent à l'avant que les griffes vont pousser qu'à l'arrière parce qu'en fait, il y a une manière de marcher qui fait que ça s'use plus rapidement au niveau des postérieurs qu'au niveau des antérieurs. Et donc, souvent, on va avoir tendance à avoir des chiens qui vont se reculer et qui vont plutôt avoir tendance à reporter leur poids sur les postérieurs. Et on les voit marcher de manière un peu étrange, mais c'est vraiment à cause de cette... voilà, à cause des griffes. Et il ne faut pas oublier que les griffes sont directement raccordées aux phalanges. Donc comme chez nous, notre ongle, quand on tire sur notre ongle, on va impacter la troisième phalange et derrière la deuxième et la première. Et donc au final, globalement, la main ou le pied. Donc s'ils sont bloqués au niveau de leur phalange, ils ne peuvent pas marcher normalement. Enfin, pour moi, c'est logique. Voilà. Mais on y pense plus, par exemple, chez les chevaux, parce que c'est intégré et c'est normal. Mais c'est vrai que chez les chiens, on ne va pas forcément y penser. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Voilà. On apprend, on demande à un professionnel de montrer comment on fait, voilà, un vétérinaire au toiletteur. Tout à fait. Et après, on le fait tout seul. C'est ça. Et en plus, il y a des sécurités souvent sur les coupes-griffes qui limitent en fait le maximum à ne pas dépasser. Oui. Donc si vraiment on a un doute, on peut toujours s'aider de ce... De toute façon, comme je dis souvent, on coupe quelques millimètres, c'est pas la peine non plus de couper la moitié de la griffe. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc après, c'est plus évident quand c'est des griffes qui sont blanches. Donc on voit vraiment le rose, la matrice, que les griffes noires, où là, il y a un point de repère qui n'est pas très connu, c'est le point noir. En fait, quand on va couper la griffe petit à petit, on voit rien au départ, c'est tout noir. Et au bout d'un moment, il va y avoir un cercle qui va apparaître, un cercle blanc et un point noir au milieu. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter. Ça, c'est vraiment pour les griffes qui sont noires et colorées. Donc moi, c'est le point de repère que je donne si on n'a pas envie de risquer d'aller jusqu'au bout. Oui, et puis observer son chien, les pattes, il faut qu'elles reposent détendues, pas que les orteils soient soulevés. C'est ça. Et c'est souvent chez les petits chiens que j'ai remarqué que, parce qu'en fait, ils ont souvent les poils longs, donc ça recouvre leurs pattes et on ne voit pas forcément que leurs griffes sont trop longues. Et pourtant, on les entend marcher souvent sur le carrelage ou sur le parquet. Mais c'est vraiment chez eux que je trouve que c'est le plus commun. Tout à fait. Ouais, et puis peut-être qu'ils ont tendance à moins gratouiller, à moins... C'est ça, ouais. Et souvent, on les entend, et souvent, je dis aux gens, mais quand en fait, vous les entendez, c'est que voilà, les griffes sont sûrement à regarder, et voilà, faut pas passer à côté.
De toute façon, si les gens ont des questions, qu'ils viennent te voir au cabinet. Tout à fait, tout à un fait. Fil pour venir. Tout à fait, voilà. Oui. Bon, c'est parfait. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi. Voilà. Et je trouve que c'est très bien de réunir plusieurs professionnels du monde animalier pour que les gens ils soient vraiment avertis, parce qu'ils ne pensent pas forcément d'eux-mêmes à aller voir ces informations-là. Donc, ouais, je pense que l'information, c'est la base. Surtout quand on a un animal, s'intéresser un minimum à sa santé, et, voilà, à son comportement, à ses besoins. Oui, voilà. C'est important d'avoir des gens de confiance. Donc, c'est ça. Merci, c'est gentil. Bon, et bien voilà, c'est fini pour cette interview de Noémie. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Bienvenue chez Canal Dog.